Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Stéphane Nguélé. M. Stéphane Nguélé, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez un livre qui a comme titre État, corruption et blanchiment d'argent. Pourquoi ce livre? Parce que, comme beaucoup d'Africains, j'en avais marre de cette image de l'Afrique. Cette image d'une Afrique en butte à la corruption, insusceptible de se réformer, incapable de combattre la corruption, incapable de combattre le blanchiment, comme s'il pesait sur l'Afrique une espèce de malédiction qui faisait qu'on était prisonnier de cette image-là. J'ai voulu, à ma façon, m'élever contre cette image, la battre en brèche et démontrer, c'est l'objet de ce livre, que les Africains ne sont pas restés les bras croisés face au problème de la corruption et du blanchiment. Dans le livre, vous citez deux cas, le cas du Sénégal et celui du Cameroun. Pourquoi? Parce que le Sénégal et le Cameroun sont deux États qui s'inscrivent sur la même trajectoire de construction étatique, qui ont les mêmes caractéristiques sociologiques, qui ont la même évolution, qui présentent les mêmes faiblesses. Quelles sont-elles? Des États faibles, très faiblement institutionnalisés, avec des administrations publiques qui sont incapables d'avoir un impact sur la société, en grande partie à cause de la corruption, une patrimonialisation du pouvoir, c'est-à-dire une appropriation des moyens du pouvoir à des fins privées par ceux qui occupent les positions, et en fin de compte, une logique étatique duale, c'est-à-dire qu'on a des administrations, on a des politiques publiques, comme il en existe dans les autres pays développés, mais à côté, on a ce que l'on a appelé du néopatrimonialisme, c'est-à-dire des comportements de clientélisme, des comportements de prédation, des comportements qui empêchent l'institutionnalisation de l'État. Dans vos livres, on a vu la trame, vous développez un peu ce que vous appelez l'implication entre les intérêts privés et publics, c'est-à-dire les administrateurs eux-mêmes ou les intérêts dans les sociétés privées. Tout à fait, c'est ce que j'appelle le néopatrimonialisme, c'est-à-dire la confusion des genres entre celui qui occupe la position, la fonction, et les attributs de cette fonction-là, comme s'il en était propriétaire. Ça, c'est un trait caractéristique dans les deux États, au Sénégal et au Cameroun, qui permettait de voir comment la lutte contre la corruption est menée à partir de la mise en place des programmes dans le cadre de l'initiative PPTE. On sait que les réformes au Sénégal et au Cameroun pour lutter contre la corruption et le blanchiment, pour parvenir à la bonne gouvernance, s'effectuent dans le cadre des initiatives PPTE. Mais dans ces deux États, les institutions prennent des chemins différents. Pourquoi? Parce que les politiques de lutte contre la corruption et le blanchiment sont acclimatées, elles sont incorporées, elles sont adaptées au contexte et aux contingences locales. Elles dépendent aussi des logiques de la compétition politique. Parce que lutter contre la corruption et le blanchiment, c'est d'abord et avant tout faire de la politique. Oui, parce que ce qu'on a senti en termes clairs dans votre explication, c'est qu'il y a des hommes qui occupent des positions publiques, oui, qui ont aussi des sociétés privées. En fait, à travers le système de rétrocommission, oui, sont en train de se développer dans le privé. Tout à fait. Cela traduit, si vous voulez, le changement de nature de la corruption. À partir des années 90, 90-2000, la corruption change véritablement de nature. Pourquoi? Historiquement et sociologiquement, la corruption chez nous, c'est une corruption de subsistance. Le fonctionnaire, l'homme politique qui vole, il ne vole pas pour s'enrichir. Il vole pour entretenir sa clientèle, pour maintenir un certain degré de vie, un certain niveau de vie, un certain standing social. Avec les privatisations, avec le changement de nature de l'État, avec l'affaiblissement des capacités de l'État à cause des privatisations, à cause de la vague néolibérale qu'on nous a imposée, la corruption devient systémique. C'est-à-dire qu'elle rejoint la criminalité internationale. Le corrompu vole ici au Sénégal ou au Cameroun ou dans tout autre pays africain pour participer à la finance internationale à travers les mécanismes de blanchiment. C'est dans le cadre de ces mécanismes-là que l'on retrouve des hommes publics, des hommes occupant des positions publiques, détenir par ailleurs ce qui est totalement antinomique et contraire
à la déontologie de la fonction publique, détenir des sociétés, être en même temps fonctionnaire, mais faire également des affaires, ce qui est une porte ouverte à l'entretien de la corruption. Ici au Sénégal, l'actualité c'est la traque au bien d'Imalaki. Oui. Il y a le procès de M. Kariwad qui vient de se terminer avec une condamnation à 6 ans de prison, oui. 138 milliards de francs CFA avec ses cours détenus. Oui. Quel enseignement peut-on tirer? Écoutez, le premier enseignement qu'il faut tirer, c'est que, au moins jusqu'à ce jour, jusqu'à l'instant où on parle, le Sénégal fait encore la démonstration qu'il est en train d'approfondir un style original de démocratie. Il faut espérer que le fonctionnement de l'institution judiciaire, le fonctionnement de la CREI, qui, je l'espère, pour ce qui me concerne, va monter en puissance, eh bien, devienne un élément de routine, quelque chose d'absolument normal, comme un jeu normal dans le cadre d'une institution démocratique qui cherche à construire dans ce pays les voies et les moyens de la bonne gouvernance. Je considère pour ce qui me concerne que c'est là la preuve emblématique, et j'ai essayé de le démontrer dans mon ouvrage, qu'on est dans une phase de développement institutionnel, une phase d'approfondissement des institutions qui bien évidemment continuent de côtoyer des traits néopatrimoniaux, que j'ai décrits tout à l'heure, mais des institutions quand même qui fonctionnent, qui sont perfectibles et que l'on a le devoir de continuer d'approfondir. Nous aurons peut-être l'occasion de discuter de quelques améliorations qui pourraient être apportées au système. Mais justement, la CREI est très décriée par beaucoup de gens, ceux-là même qui sont accusés par la CREI, oui. Et ceux-là même aujourd'hui peut-être qui sont au pouvoir, qui ont peur de la CREI. Oui. Est-ce que le fait de décrire la CREI, c'est pour essayer de s'autoprotéger, entre guillemets, par rapport à tous les acteurs du secteur public? Bon, je pense qu'il ne faut pas être dupe de ce qui se passe. Construire une politique publique en matière de lutte contre la corruption, c'est faire de la politique. Et le choix de l'État du Sénégal, c'est d'utiliser prioritairement l'arme pénale pour lutter contre la corruption. Par conséquent, jusqu'à ce que l'on parvienne à construire un système juridictionnel où la justice soit totalement indépendante du politique, il planera toujours un soupçon d'instrumentalisation. Et on donnera des arguments aux détracteurs de ces institutions qu'on peut améliorer, mais qui existent, les moyens de continuer de saper leurs fondements. Les défenseurs des droits de l'homme au Sénégal dénoncent ce qu'ils appellent l'absence de degré de double juridiction de la CREI, en disant que quand vous êtes condamné par la CREI, vous ne pouvez pas faire appel. Si, aucun texte international de mémoire et à ma connaissance n'impose le double degré de juridiction. La seule chose qui est garantie, qui est requise des États, c'est de permettre à tout condamné d'exercer une voie de recours contre la juridiction dont il est l'objet, de la décision dont il est l'objet. Et les décisions rendues par la CREI, c'est également le cas au Cameroun en ce qui concerne le tribunal criminel spécial, ne sont certes pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation permettant d'instruire, il faut le dire, dans des conditions très particulières d'ailleurs, le débat, le dossier transmis par la juridiction du premier degré. J'insiste sur un point très important. La CREI n'est pas une juridiction d'exception. C'est un discours que j'entends et que je ne comprends pas très bien. La CREI est une juridiction spécialisée. Dans le contexte international que nous connaissons, le terrorisme, les atteintes de plus en plus massives à la sécurité de nos États, le Sénégal peut décider demain que la lutte contre le terrorisme serait instruite par un parquet spécialisé et une juridiction spécialisée en matière terroriste, qui n'est pas une juridiction d'exception, mais une juridiction spécialisée. La nuance est d'importance. Justement, cette nuance elle est importante parce que beaucoup estiment que la CREI est une cour d'exception et de cour spéciale. D'autres disent non, ce n'est pas une cour d'exception, c'est une cour spécialisée. C'est important d'expliquer cette nuance-là qui est d'importance. Une juridiction d'exception, c'est une juridiction ad hoc, spécialement créée pour traiter un problème particulier. C'est le cas, par exemple, du tribunal pénal international pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. On crée une juridiction ad hoc pour neutraliser un problème particulier. Une juridiction spécialisée vise
compte tenu de la spécialisation de ses membres, des magistrats qui la composent, compte tenu des mécanismes particuliers de fonctionnement de la criminalité qu'on veut viser, à bien traiter le problème. C'est le choix qu'a fait le Sénégal en appliquant purement et simplement les dispositions de l'article 20 de la Convention des Nations Unies en matière de lutte contre la corruption qui permet l'incrimination de l'enrichissement illicite. Vous dites que dans votre livre que la corruption est fonctionnelle. Oui. Dans nos pays, est-ce qu'il est facile de lutter contre la corruption si les populations elles-mêmes, quelque part, oui, prennent l'argent de la corruption sans s'en rendre compte que l'argent qu'on leur donne, c'est leurs propres impôts, c'est leur propre argent? Tout à fait. Ça suppose un véritable travail de pédagogie. Un véritable travail de pédagogie. Un véritable travail d'explication. Et la transformation aussi du rôle de l'État. L'exemplarité, la communication. Et éviter de brouiller les messages. Je veux dire, aujourd'hui, la totalité de l'espace politique est occupée par les pour et les contre CREI, mais il y a très peu de discours sur l'argent dont le Sénégal a été privé. Il y a très peu de discours sur l'évasion fiscale et donc le préjudice pour l'impôt, pour le trésor public. On ne nous dit pas grand-chose de ce que le Sénégal aura perdu. Peu de choses sur ces écoles qui auraient pu être construites, sur ces hôpitaux que l'on pourrait construire par cet argent qui a été évaporé et dans les conditions que nous savons. Non pas que je veuille revenir sur ce dossier que je ne connais absolument pas, hein, mais bien communiquer, expliquer aux populations que si on lutte contre l'enrichissement illicite, c'est parce qu'on prive l'État de la fortune qui lui appartient, me paraît un des éléments de l'action à entreprendre pour bien lutter contre la corruption. Mais justement, dans nos pays, si on arrive à des sommes assez astronomiques, que certains qui sont dans des positions de pouvoir puissent utiliser cet argent au détriment du pays et des populations, oui, est-ce que les corps de contrôle qui étaient là, qui devaient faire le travail, oui, ont échoué? Oui. Non. Les institutions fonctionnent normalement. Les institutions fonctionnent normalement. Pourquoi elles n'arrivent pas déjà en amont à endiguer cette corruption qui est mise en place? Eh bien, parce qu'il n'y a pas qu'une seule institution chargée de lutter contre la corruption. On est dans le cadre d'un système de lutte contre la corruption. On est dans le cadre d'une politique publique qui implique l'intervention de plusieurs acteurs. C'est une chaîne d'acteurs. Et au cas particulier, l'institution pénale est au bout de la chaîne. Est au bout de la chaîne pour déclencher, je l'espère, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, une autre séquence qui est celle du recouvrement des avoirs. Les soupapes existent, on ne peut pas tout endiguer, on est en présence d'un phénomène absolument désastreux, catastrophique, hein. Ça n'est pas simplement le cas dans nos États africains, je tente également de le montrer dans l'ouvrage, mais partout dans le monde, la corruption est un mal endémique, partout dans le monde. Et il faut être très vigilant, encourager le travail des institutions chargées de lutter contre tout ça. La corruption n'est pas l'apanage seulement de l'Afrique. Beaucoup de pays aussi font de la corruption. Mais la différence, c'est que dans ces pays, il y a quand même des institutions qui marchent, des organes de contrôle qui font le travail. Oui, ben les organes de contrôle fonctionnent également au Sénégal. Le Sénégal dispose, dans cette CEDEAO, d'une institution remarquable, qui est la CENTIF. Année après année, le travail de la CENTIF se perfectionne. Elle est destinataire de milliers de déclarations de soupçons. Mais à quoi sert le travail de CENTIF si elle fait son travail et que les résultats sont mis dans les tiroirs? Alors, ça pose la question de l'autonomisation de la lutte contre la corruption. Et c'était l'objet de mon propos tout à l'heure. Il faudrait parvenir à débarrasser les institutions de lutte contre la corruption du soupçon qui pèse sur elles, ce qui suppose qu'elles soient libéralisées. Que l'institution judiciaire, qui est chargée en bout de chaîne de donner la réponse pénale, puisse s'auto-impulser. Aujourd'hui, le mécanisme fonctionne par décision du parquet, qui est rattaché à l'exécutif, moyen de soupçon. Il faut réfléchir à une libéralisation du fonctionnement des parquets, à une libéralisation d'une manière générale de l'institution judiciaire, pourquoi pas dans le cadre d'un système de légalité des poursuites, où toute infraction constatée entraînerait immédiatement la réaction de l'institution pénale et donc tourner le dos au système de l'opportunité des poursuites dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Mais est-ce que la justice elle-même, qui est chargée de
faire ce travail pénal, Oui. il est au-dessus de tout soupçon. Aucune institution n'est au-dessus de tout soupçon. Aucune institution n'est au-dessus de tout soupçon. Mais il existe au sein de l'institution judiciaire des corps d'inspection, des corps spécialisés qui sont chargés, dans le cadre d'un approfondissement de la déontologie du magistrat. Hein. Je vous renvoie au dernier discours de rentrée de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et à son homologue du parquet général, à approfondir la déontologie du magistrat, à assainir, à renforcer la position du juge dans la société, un juge impartial et exempt de tout soupçon. Dans un pays où on parle de milliards de francs CFA qui auraient été pris, vrai ou pas, par certains qui géreraient le pouvoir, les populations qui sont à l'intérieur du pays ne comprennent pas. Oui. Ils se demandent où est l'argent. Oui. Comment le faire pour le récupérer? Oui. Est-ce qu'il y a un système de recouvrement justement de ces avoirs? Alors, je parle dans le livre de la mise en place, hein, pour reprendre une image de Michel Foucault, hein, le panoptique, je parle de la mise en place d'un panopticon financier, c'est-à-dire un système de discipline et de contrôle financier qui permet de tracer au franc CFA près la totalité des flux financiers sortant de la zone CEDEAO et d'ailleurs de la zone GABAC pour tout ce qui concerne le Cameroun. Il y a la possibilité de les tracer. Il y a la possibilité de les récupérer d'ailleurs dans le cadre d'une coopération avec ce que l'on appelle les juridictions coopératives. L'argent placé en Suisse, l'argent placé à Monaco peut parfaitement être rapatrié dans le cadre de mécanismes de coopération et d'entraide sur la récupération des avoirs. C'est possible. Le ventre mou, le véritable ventre mou, ce sont les paradis fiscaux. Ce sont les paradis fiscaux. L'argent que je vole au Sénégal et que je vais mettre aux îles Bahamas, à Saint-Barthélemy, qui, soit dit en passant, sont des territoires appartenant à des États membres du GAFI. Il est extrêmement difficile de le récupérer en dehors d'une coopération internationale renforcée qui permettrait de neutraliser, de stigmatiser plus encore les paradis fiscaux, en tout état de cause de décourager les corrompus et les blanchisseurs de mettre leur argent là-bas. Justement, il y a un orbeta par rapport aux paradis fiscaux qui refusent de coopérer avec des pays qui veulent récupérer cet argent. Comment faire aujourd'hui pour que les paradis fiscaux soient moins nuisibles par rapport à l'argent des pays qu'on garde là-bas? D'abord en les stigmatisant très fortement. Hein. Je vous renvoie aux conclusions du dernier sommet du G20 qui porte en grande partie sur la dark banking, la banque noire, hein, la banque sale, et qui incite à ramener les pratiques des paradis fiscaux dans le giron de la coopération internationale, à contrôler plus encore les flux financiers, parce que si les paradis fiscaux sont alimentés, c'est parce qu'il y a de l'argent qui part des juridictions coopératives. Il faut donc renforcer les systèmes de contrôle, intensifier la coopération, approfondir la surveillance financière, approfondir les mécanismes de déclaration de soupçons, permettre la transmission directe des données bancaires sur réquisition d'un État. Le renforcement de la coopération internationale est la clé de la neutralisation des paradis fiscaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle donne internationale avec le terrorisme, fait qu'aujourd'hui que les Américains de plus en plus tapent du poing sur la table pour lever le secret bancaire? Oui. Alors, le secret bancaire sera très très prochainement une histoire du passé. Et c'est une avancée considérable dans la lutte à la fois contre, bien évidemment, le blanchiment, mais également le financement du terrorisme et de la prolifération. Mais dans nos pays, est-ce qu'il est possible de lutter efficacement contre la corruption? Il y a des contrats d'armement qu'on fait. Par exemple, on dit au ministère des Forces armées ou au ministère des Forces de sécurité qu'il y a ce qu'on appelle le secret défense. Oui. Donc ce qui fait qu'il ne peut pas faire des enquêtes pour savoir l'argent qui a été acheté pour les armes pour le pays, est-ce qu'effectivement il a été dépensé ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de rétrocommission entre autres? Oui. Alors, l'un des objectifs de la Convention des Nations Unies en matière de lutte contre la corruption, c'est de permettre, bien évidemment dans le respect de l'intérêt supérieur des États, la publicité des grands contrats. Parce qu'on sait que les grands contrats, en matière de travaux publics, en matière d'armement, en matière pharmaceutique, sont le vecteur de la corruption. Et je montre évidemment dans mon ouvrage que les contrats d'armement, le contrôle de la politique de l'armement reste encore extrêmement théorique, extrêmement faible, mais
Mais il faudrait également que les parlementaires prennent leur part. Les administrations ne peuvent peut-être pas tout contrôler. Les sociétés civiles n'ont peut-être pas en l'état leur droit de regard sur les contrats d'armement, mais il me semble qu'il y a dans nos parlements des commissions de la défense qui peuvent parfaitement instituer des commissions d'enquête, parfaitement avoir eh bien, des mécanismes de contrôle et de surveillance qui pourraient alors permettre de rendre public eh bien, les grandes masses, hein, les grands cheminements de ces contrats qui charrient énormément d'argent, et je suis absolument d'accord avec vous, dans des conditions très opaques. Est-ce qu'il est possible de lutter contre ces pratiques avec les assemblées nationales, ou ceux-là, même qui sont à l'Assemblée nationale, sont des hommes politiques qui font de la politique de métier? Ils n'ont pas de métier, c'est la politique qui leur permet de vivre dans nos pays où c'est la politique qui donne de l'argent aux gens. Alors, ça pose la question du financement de la vie politique, et puis de la carrière, de la carrière de nos hommes politiques. Je pense que, mais là on déborde un peu, nos États manquent d'une véritable loi, de véritables dispositifs en matière de financement de l'activité politique. Ça nous fait énormément défaut et ça nous fait très mal parce que du coup tout est possible, tout devient possible. Et puis, ne nous y cachons pas, c'est dans le prolongement du caractère néo-patrimonial de notre État, on y va pour s'enrichir, en grande partie. Bon. Mais à côté de ça, il y a des générations nouvelles d'hommes politiques qui arrivent, issus en grande partie de la société civile, qui font de la politique pour le service du public, qui font de la politique pour l'amélioration de la gouvernance et qui n'épousent absolument pas du tout ces pratiques qui, je l'espère, ne seront plus que dans notre âge d'ici quelques années. Mais quel est le rôle que les jeunes doivent jouer dans cette lutte contre la corruption pour qu'il y ait moins de corruption? On ne peut pas l'éradiquer à travers le monde, mais au moins pour que l'argent qui est investi pour un hôpital, que l'argent puisse arriver jusqu'à l'hôpital, qu'il y ait un contrôle de cet argent qui est mis. Ça pose le problème de la redevabilité, la reddition des comptes dont on parle. Il doit être obligatoire à tous les stades de la gestion publique de rendre compte du moindre centime d'utilisation des fonds publics, du moindre centime. Il faudrait que la conduite des politiques publiques, lorsqu'elle implique l'utilisation de l'argent public, soit ouverte. Soit ouverte. Rien ne doit plus se passer dans le secret des bureaux. Tout doit être public. Tout doit être public. C'est à ces conditions-là que la reddition des comptes cessera d'être un vain mot ou un vœu pieux. Il faudrait rendre systématique le contrôle fiscal de la situation de nos élites pour que l'exercice de la fonction publique, hein, les Anglais parlent du civil servant, nous on parle de fonction publique, pour que ça cesse d'être une pompe enrichissement et un facteur de travers du style de l'enrichissement. Alors, vous parlez des jeunes, ça suppose la participation politique. Il faut participer. Il faut s'intéresser à la gestion de la chose publique. Il faut arrêter de considérer que c'est une chose un peu lointaine, dakaroise, urbaine, mais considérer que c'est l'affaire de tous. Il faudrait aussi, du point de vue des formations politiques, qu'elles adaptent leur discours, qu'elles le rendent accessible, qu'elles se l'approprient. Il faut que le concept de bonne gouvernance, qui est aujourd'hui le credo de nos politiques publiques, puisse être approprié par, je ne sais pas, le jeune homme en Bourg, à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, qu'il puisse se l'approprier et qu'il puisse comprendre ce que, au quotidien, ça implique. Il faut qu'il comprenne que lorsque eh bien, la fortune publique est dilapidée, c'est des hôpitaux en moins, c'est des routes qui ne sont pas construites, c'est des professeurs qui ne sont pas payés, c'est de l'électricité qui n'arrive pas dans les maisons, c'est l'alimentation en eau potable qui ne se fait pas, etc., etc. Il faut établir un lien entre l'utilisation de l'argent public ou la mauvaise utilisation de l'argent public par ceux qui en ont la responsabilité et les conséquences directes et immédiates sur la vie des populations. C'est à cette condition qu'elles seront pleinement impliquées dans la surveillance de ce qui les regarde, c'est-à-dire le trésor public. Mais est-ce que la lutte contre la corruption et contre ce qu'on appelle la traque au bien mal acquis est une volonté politique interne ou bien c'est une volonté politique imposée de l'extérieur? Alors, la conduite des politiques de lutte en matière de la corruption et la traque des biens mal acquis au Sénégal s'inscrit
dans le cadre du passage de nos États à l'initiative PPTE. Les bailleurs de fonds internationaux, les institutions financières internationales nous disent « Vous voulez adhérer à l'initiative PPTE, ok, vous allez devoir montrer patte blanche. Vous allez devoir réformer vos systèmes en termes de bonne gouvernance. Vous allez devoir démontrer que vous luttez efficacement contre la corruption. » Et c'est dans ces conditions que nous incorporons des institutions que l'on retrouve dans tous nos États, d'accord, mais qui sont cependant acclimatées, qui sont adaptées au contexte local. On n'applique pas ces modèles de manière mécanique, de manière purement mécanique. On les adapte, on se les approprie, et puis il y a les logiques de la compétition politique interne qui fait qu'il y a l'institution que l'on apporte et la façon dont on l'applique en local. Est-ce que ces réformes peuvent marcher dans nos pays où pratiquement, quelque part, il y a une sorte d'indulgence de la population vis-à-vis de ces luttes? Je pense que le système est en train de s'approfondir. Et on peut faire confiance à nos élites, en tout état de cause. On va vers une amélioration, on va vers un approfondissement. Le système de traque des biens mal acquis au Sénégal est ce qu'il est. Il est perfectible. Il existe des améliorations qui pourraient être apportées, mais ce sont des pas que sans cesse nos États font pour aller de l'avant, pour essayer de tourner définitivement le dos à un passé que plus aucun jeune Africain ne veut voir sur ce continent, parce que ça souille notre image, ça souille l'honneur de nos terres. Mais souvent, ceux-là qui sont traqués considèrent que c'est une arme politique contre eux-mêmes, parce que ceux-là même qui sont au pouvoir, il n'y a jamais les projecteurs sont rarement braqués sur eux. Tant que le système de lutte contre la corruption, tant que le système de lutte contre l'enrichissement illicite ne sera pas déconnecté de l'institution politique, il pèsera toujours sur lui un soupçon d'instrumentalisation politique. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en disant qu'on a besoin d'institutions autonomes. On a besoin d'une CREI qui fonctionne de manière totalement autonome. On a besoin d'un parquet spécial à la CREI qui fonctionne en synergie avec la CENTIF de manière totalement autonome, qui s'approprie les rapports de la Cour des comptes, qui s'approprie les conclusions de l'inspection générale de l'État dans le cadre d'un système de poursuite systématique. On a besoin d'un fonctionnement autonome de nos systèmes de lutte contre la corruption pour que le soupçon de l'instrumentalisation politique arrête de peser sur elle. Après, c'est facile dans ce système-là. Lorsqu'on est poursuivi, de dire qu'on est victime d'un acharnement politique, et lorsqu'on est en action, de dire qu'on pourrait un jour être suspecté de cela. Le seul moyen de remettre en cause ce soupçon, c'est d'autonomiser le fonctionnement de l'institution judiciaire. Cette autonomisation est facile pour les dirigeants qui pensent quelque part que si on libéralise totalement les parquets et les autonomiser, on va d'installer ce qui a été appelé un moment en France la République des juges. Oui. Non, l'autonomisation des parquets ne signifie pas la République des juges. Nous sommes dans une République où la politique pénale est conduite par le garde des Sceaux, sous l'autorité du président de la République, et c'est donc le garde des Sceaux qui, à l'Assemblée nationale, répond de la conduite de la politique publique. Mais dans les enquêtes particulières, il faut que l'indépendance de l'institution judiciaire, qui est un élément fondamental du système démocratique, puisse jouer à fond. À fond. Il faut, dans un sujet aussi sensible que la lutte contre la corruption, que tous les garants de l'intégrité, toutes les institutions garantes de l'intégrité puissent fonctionner de manière autonome, sans que le soupçon de l'instrumentalisation pèse sur elles. C'est possible, c'est souhaitable. Et je ne pense pas que les magistrats aient envie, dans ce pays ou ailleurs, de s'instituer en république ou en pouvoir rivalisant les autres institutions de la République. Non, elles doivent pouvoir occuper leur place, hein, l'institution judiciaire doit pouvoir occuper sa place, mais l'occuper pleinement et de manière autonome. C'est à cette seule condition qu'un condamné par la CREI arrêtera de dire que la CREI a prononcé à son encontre un verdict politique. Au Cameroun, votre pays,
Certains disent que la plupart des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Épervier Oui. sont soit des gens qui ont monté en puissance, qui pourraient gérer le pouvoir politique en place, Oui. qui ont été mis en prison. Oui. Alors, ne nous payons pas de mots. Ne nous payons pas de mots. Je le disais tout à l'heure, le pénal est l'arme par excellence de l'État. L'arme par excellence de l'État. Et renvoyer une personne devant une institution judiciaire, c'est l'incriminer. C'est donc faire un choix politique. Un choix politique par rapport à une théorie du pouvoir, par rapport à une conception du pouvoir, par rapport à une philosophie de la gestion publique, de la gouvernance. Au cas sénégalais, la lutte contre les biens mal acquis. Au cas du Cameroun, la lutte contre les atteintes à la fortune publique. Alors, tout cela se passe dans un cadre tactique. Voilà, décider de sortir un dossier à tel moment plutôt qu'à tel autre, ça n'est pas un choix neutre. Ça n'est pas un choix neutre. L'action en matière judiciaire a, par définition, partie liée aux politiques. Mais est-ce que dans ce système-là, on se peut retrouver dans une situation manichéenne, les bons, les mauvais, ou bien ceux qui perdent le pouvoir aujourd'hui peuvent demain se retrouver dans la même situation que ceux-là qu'ils traquaient hier? Alors, c'est la raison pour laquelle l'avenir, c'est premièrement des systèmes étatiques complètement débarrassés de la corruption et des atteintes à la vie publique. Vous voyez l'exemple du Botswana, un exemple remarquable, c'est possible, c'est possible. Et du coup, on enlève aux adversaires politiques, aux potentiels rivaux politiques, une arme. Il suffit de faire le boulot. Il suffit de neutraliser véritablement le cancer, le vice, moi je parle de la corruption comme étant une malédiction, pour que plus personne ne puisse s'en servir à des fins politiques. Aussi longtemps que vous donnez le bâton pour vous faire battre, eh bien ne vous plaignez pas qu'on s'en serve par les voies du droit, un jour à votre égard. Ça participe d'une réflexion globale qu'il faudrait avoir pour parvenir à la transformation de l'État, au véritable développement de nos institutions. Est-ce que nos sociétés sont prêtes? Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Et l'un des axes de cet ouvrage, c'est, je le disais, de battre en brèche cette image que l'Afrique, c'est la fatalité de la corruption. C'est des États faibles, c'est des États mous, où on ne peut pas, ou mieux, on ne veut pas lutter contre la corruption. Et lorsqu'on lutte contre la corruption, lorsqu'on ose renvoyer une personne en justice devant la corruption, c'est pour se donner bonne conscience, ou alors pour satisfaire les bailleurs de fonds internationaux. Non, non. Il faudrait que l'on gagne en maturité institutionnelle et en maturité politique. Il faudrait que l'on démontre que nous avons des institutions qui sont perfectibles, mais qui fonctionnent, qui sont en processus continu de développement comme ailleurs. Je rappelle que ce n'est qu'en 2014 que la France s'est dotée d'un parquet spécialisé en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale et le grand crime financier international. Mais ça demande la formation aussi de ceux qui doivent exercer ce métier. Tout à fait. C'est un dispositif d'ensemble. Il faut véritablement que ce soit une véritable priorité, une priorité de nos États, une priorité aussi de la formation de nos élites. Parce que je ne sais pas si dans nos grandes écoles, on enseigne la lutte contre le blanchiment, on enseigne la lutte contre la corruption, on en fait une véritable priorité de nos administrateurs. C'est dans ce sens-là qu'est l'avenir. Monsieur Stéphane Nguélé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, État, corruption et blanchiment d'argent. Ce livre qui est sorti, qui retrace un peu le cas du Sénégal et du Cameroun. Au Sénégal, avec la traque des biens mal acquis. Au Cameroun, l'opération Épervier, qui revient un peu partout aussi dans les systèmes du monde, que pour vous, la corruption n'est pas une fatalité en Afrique, qu'il faudrait la prendre à bras le corps, la combattre, pour mettre en place de véritables systèmes, et surtout que l'argent du contribuable aille aux véritables populations. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir. Merci. C'est moi. C'était bien.